Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Bastien, je suis ingénieur consultant à Extia, où j'ai rejoint l'agence de Lille en 2018 sur un poste de développeur full stack. Une chose amenant une autre, je me suis formé aux problématiques d'éco-conception en 2020. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de référentiels qui existaient, mais depuis quelques années, on en voit plein qui ont émergé. Et on voulait aujourd'hui faire ce retour un petit peu d'expérience pour présenter les différents référentiels qui existent, ceux qu'on peut mobiliser dans son projet, notamment puisque aussi on a lancé une offre au sein d'Extia qui s'appelle Ethics, qui vise à accompagner nos clients sur les problématiques d'éco-conception de services numériques. Et donc on essaie de montrer un petit peu ce qu'on est en mesure de réaliser avec vous. Alors ce meet-up, il y aura trois grandes parties. Une première partie un petit peu plus générale pour mettre le pied dans le plat sur quels sont les enjeux de l'éco-conception de services numériques, pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'est-ce que c'est déjà. Ensuite, je présenterai un petit peu les principaux référentiels qui existent, histoire que vous puissiez choisir celui qui est le plus pertinent dans le cadre de votre métier. Tous sont pas identiques là-dessus. Et j'entrerai dans le détail d'un référentiel en particulier, donc qui est le RGESN, comme tu l'as mentionné. Je détaillerai ce qui est l'acronyme également. Donc ça fera un petit peu lycée à la Prévert à ce moment-là, mais j'espère que ça sera cohérent et que ça parlera de ce que vous faites au quotidien dans vos métiers. Alors pour commencer, l'éco-conception, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? C'est un mot qui est un petit peu normé aujourd'hui. C'est en tout cas, si on parle de services numériques, donc de sites web et d'applications mobiles, par exemple, c'est intégrer tout au long du cycle de vie de vos services les questions environnementales de sorte à minimiser cet impact. Et donc à chaque étape. Quand on dit sur tout le cycle de vie, c'est vraiment dès la conception, sur la partie développement, que ce soit front-end, back-end, que ce soit l'hébergement, que ce soit le maintien en condition opérationnelle, la fin de vie également. Sur chacune de ces étapes-là, on va voir comment est-ce qu'on peut optimiser la performance environnementale de notre produit pour avoir des impacts qui seront moins forts sur l'environnement. Donc c'est une double posture, c'est une posture qui est une posture d'efficience. Il y a une question d'optimisation qui vient derrière, puisqu'on va essayer de faire en sorte qu'on ait moins de ressources informatiques nécessaires pour faire tourner un service, moins de serveurs, des processeurs qui soient moins sollicités, des RAM qui soient moins sollicités. C'est aussi et surtout une position de sobriété, c'est-à-dire qu'on va souvent devoir aussi questionner les choix qui sont faits dans le service numérique pour aller vers le choix le plus sobre, que ce soit en termes de stratégie du service. Pourquoi est-ce qu'on fait ce service-là? Est-ce qu'il a une finalité qui est cohérente avec ce qu'on veut faire, mais aussi dans des choses qui sont plus micro, sur de la gestion d'images, de vidéos, comment est-ce qu'on fait pour avoir des choix les plus sobres là-dessus. Donc, si on parle un petit peu d'éco-conception, c'est aussi parce que forcément le numérique a un impact environnemental qui est loin d'être neutre. Cet impact, on peut avoir des dizaines en vérité d'impacts différents. On va en lister 4 principalement qui sont un peu plus matériels. Le premier auquel on pense forcément quand on parle d'environnement, c'est le réchauffement climatique, donc les impacts notamment en CO2 équivalents. Faut savoir que la fabrication de ces jolis petits terminaux, l'ordinateur avec lequel je fais la présentation, le double écran sur lequel je lis mes slides, c'est responsable déjà de 65% des émissions de gaz à effet de serre du numérique. Donc c'est assez colossal. En comparaison, l'usage de ces mêmes terminaux, c'est peut-être 5%. La partie réseau et data center, même si on dit souvent les data centers c'est très, très polluant, en fait ça pollue beaucoup moins que les terminaux qu'on utilise nous. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus sur la durabilité de nos terminaux pour réussir à les faire durer le plus longtemps possible et qu'on amortisse un petit peu mieux leur bilan carbone sur plus d'années. Il y a d'autres choses également qui sont dedans. On parle de kilos de CO2 équivalent, mais il y a également des kilos tout court de matière. C'est-à-dire que tout ça, ça a un poids. Et pour réussir à construire un truc comme ça, il faut excaver de la terre. Il y a des mines dans lesquelles on va devoir aller chercher des terres rares, des métaux, du cuivre, etc. Et donc pour un ordinateur portable, par exemple, de 2,5 kg, c'est à peu près 800 kg de terre qu'il faut excaver pour réussir à récupérer les bons matériaux. Donc c'est assez colossal et il n'y a pas beaucoup d'industries dans lesquelles on a ce ratio qui existe. Avec des produits finaux qui sont très très légers et un volume de terre qu'on doit utiliser à la base qui est très très grand. D'autant plus que pour réussir à passer un petit peu d'une masse de terre informe à un ordinateur concret, la terre il faut la lessiver, il faut y balancer plein d'eau avec plein d'adjuvants, des acides, etc. pour réussir à avoir uniquement les parties qui nous intéressent. Donc forcément, ça fait que le numérique a aussi un impact en eau qui est pas négligeable, que ce soit sur la partie construction, mais également sur son utilisation.
C'est-à-dire que le numérique, voilà, on a besoin d'internet d'électricité pour le faire fonctionner. L'électricité, pour la faire fonctionner, en France notamment, on a beaucoup de centrales nucléaires qui réchauffent de l'eau, donc on a de l'eau qui s'évapore. Et donc en fait, on estime que 1 kWh d'électricité en France, ça consomme 4 litres d'eau. On va également essayer, quand on va limiter l'impact du numérique, limiter la consommation d'électricité pour limiter également la consommation d'eau qui va avec. Même si parfois ça ne va pas toujours exactement dans le même sens. On peut essayer de limiter la consommation d'électricité tout en augmentant la consommation d'eau, par exemple dans les data centers. Si on veut limiter la consommation d'électricité et mieux refroidir aussi nos matériels, on va y mettre des tours de refroidissement adiabatiques avec de l'eau qui va s'évaporer, donc on va augmenter la consommation d'eau. Donc il y a toujours un petit peu un équilibre à avoir là-dessus. Dans les autres impacts qu'on peut avoir également, va y avoir, oui exactement, je vois ta réaction Béatrice sur les conditions d'extraction des mineurs. Il y a des impacts qui sont environnementaux, il y a également des impacts qui sont sociaux et sociétaux. Il y a des conditions qui sont très très dures dans ces mines-là, que ce soit effectivement la mine de Bayanobo en Chine, en Mongolie intérieure, qui a des conditions terribles et où on a des gens qui ont des cancers un petit peu liés à ça, ou des enfants qui peuvent travailler dans des mines pour extraire du tantal au Congo. Enfin, il y a des conditions d'extraction qui sont très très dures aussi. Raison de plus pour laquelle nos terminaux, on doit essayer de les faire durer le plus longtemps possible pour minimiser ce travail qui doit être fait. Et dans les autres impacts qu'on peut également mentionner, il y a l'énergie. Alors l'énergie, souvent quand on parle d'énergie sur un appareil, on va penser à l'énergie électrique qu'on met dans la prise. En fait, c'est pas l'énergie principale qui est utilisée dans le numérique. L'énergie principale qu'on utilise dans le numérique, c'est pour construire déjà les matériaux, pour faire fonctionner toutes les usines et toutes les raffineries qui vont extraire les matières premières et les raffiner et avoir à la fin une super puce. Et on estime que sur un ordinateur portable, en fait, les 3/4 de l'énergie qui vont être consommée sur tout son cycle de vie sont consommées à sa fabrication. Et donc, en fait, ce que vous utilisez à la fin, c'est pas grand-chose par rapport à l'énergie qui a déjà été consommée. Et ça fait qu'on a des choses un petit peu étranges, par exemple, on a des nouveaux écrans OLED qui consomment pas grand-chose en électricité, sauf que pour réussir à avoir ces écrans qui consomment peu, il a fallu qu'on consomme beaucoup plus d'électricité pour réussir à les fabriquer, peut-être par rapport à des technologies comme du LCD. Donc, faut penser vraiment sur l'énergie sur tout le cycle de vie du matériel. C'est pour ça qu'on parle d'énergie primaire. Et donc, on a tous ces impacts-là. Et malheureusement, ça ne représente pas rien aujourd'hui. Si on parle de l'empreinte carbone du numérique en France, c'est déjà 2,5%. C'est l'ADEME et l'ARCEP qui ont mesuré ça il y a quelques années. Et il se trouve que c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Pour celles et ceux parmi vous qui connaissent les accords de Paris, on est censé réduire de 10% nos émissions de carbone par an. Pour l'instant, le numérique, on est plutôt sur une trajectoire ascendante qui pourrait être multipliée par 3 d'ici 2050. Donc on n'est pas du tout dans les clous si on a envie de limiter notre impact sur le réchauffement climatique, d'arriver à la neutralité carbone, n'en parlons même pas. On peut parler aussi un petit peu des data de Google, de Microsoft, qui étaient dans une démarche pour dire on va atteindre la neutralité carbone en 2050. Et aujourd'hui, en fait, avec la construction de data centers pour faire fonctionner de l'intelligence artificielle, ils se retrouvent à faire un plus 30, plus 40% de leurs émissions de gaz à effet de serre entre aujourd'hui et 2019. Donc on n'est pas du tout dans les bonnes trajectoires. Et pour réussir à corriger ça, l'ADEME et l'ARCEP proposent deux postures. Une posture d'une part de sobriété, c'est-à-dire ne pas chercher à renouveler tout le temps son matériel, et une posture d'éco-conception, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour limiter l'impact de ce matériel-là, et comment est-ce qu'on fait nous derrière aussi pour éco-concevoir nos services, pour qu'ils aient moins d'impact et qu'ils puissent fonctionner sur un matériel qui va durer plus longtemps. Maintenant que les enjeux sont bien cadrés, on va pouvoir parler un petit peu des principales approches et des référentiels d'éco-conception. Alors des approches, il y en a deux grandes. En vérité, on va jamais être pleinement dans l'une ou pleinement dans l'autre. On va toujours un petit peu entre les deux. Il y a une approche qui va être une approche quantitative. On va essayer de mesurer les impacts environnementaux de nos services numériques. La méthodologie la plus robuste aujourd'hui pour faire ça, c'est de l'analyse de cycle de vie, ACV de son petit nom. Il y a plein de normes qui existent autour de ça. Il y a la norme européenne qui dicte un petit peu les ACV, c'est la norme PEF, Product Environmental Footprint. En France, c'est décliné par l'ADEME par des RCP, des référentiels de catégorie de produits. Voilà, ça décrit comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'impact environnemental d'un produit, d'un service numérique, d'un système d'information, d'un data center, sur du multicritère. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste regarder le carbone, on va regarder le carbone, la consommation de matières premières, la consommation d'énergie primaire, l'épuisement des ressources biotiques, etc., etc. On va regarder potentiellement des dizaines de catégories d'impact comme ça. On peut également voir des bilans carbone. Donc là, on va être juste sur une catégorie d'impact, le carbone, les gaz à effet de serre. Donc il y a différentes méthodologies qui existent pour ça, bilan carbone, bilan GES, GHG protocole, c'est trois méthodologies qui existent pour une même chose finalement. On peut aussi, plus au quotidien un petit peu de nos métiers, utiliser des indicateurs proxy.
Dans le développement web, par exemple, j'utilise beaucoup EcoIndex, qui se base sur des indicateurs très techniques, en fait, qu'on sait voir rapidement, à savoir le nombre d'éléments présents sur une page web, la quantité de réponses, de requêtes qui passent par le réseau et la taille du trafic réseau. Et à travers ces trois choses-là, à travers des règles de 3 d'ACV, on sait à peu près dire combien de gaz à effet de serre on émet, combien d'eau est-ce qu'on consomme. Donc ça permet d'avoir une métrique aussi qu'on peut suivre au long cours et savoir si on a une trajectoire de réduction de nos impacts ou plutôt d'augmentation. Donc on va avoir cette approche-là qui est quantitative, et on va avoir une approche qualitative, qui est plus l'approche qu'on va avoir dans les référentiels d'éco-conception, qui est d'avoir un ensemble de bonnes pratiques auxquelles on va essayer de se conformer, vers lesquelles on va essayer d'aller pour limiter l'impact qu'on peut mesurer par ailleurs. Donc en général, c'est quand même bien d'avoir un petit peu les deux approches, c'est-à-dire le quantitatif, c'est un petit peu les yeux qui nous permettent de voir où est-ce qu'on est et de définir où est-ce qu'on a envie d'aller, et le qualitatif, c'est chaque petit pas qui va nous permettre de réussir à y arriver. Et parmi les référentiels qui existent, qui ont un petit peu cette approche qualitative, on en a plein. Historiquement, il y en a un qui est les 115 bonnes pratiques, avec un petit bouquin vert comme ça, là, qui a été édicté dès 2012. Alors à l'époque, il n'y avait pas 115 bonnes pratiques, je crois qu'il y en avait 70, 80, quelque chose comme ça. On est à la 4e édition aujourd'hui, moi j'ai la 3e comme ça. C'est un référentiel, comme son nom l'indique, d'éco-conception web, donc pas mobile. C'est un référentiel qui est intéressant parce qu'il est assez technique. Il y a des critères qui sont vraiment de l'ordre du développement au quotidien. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat aussi à mettre votre poste actuel, si vous êtes plutôt développeur, front, back, product owner, scrum master, DSI, etc. Ça me permettra peut-être moi de plus accentuer certains aspects spécifiques des référentiels qu'on va voir. Ok, je vois déjà quelques PO designers. Donc effectivement, PO, ce sera peut-être pas forcément le meilleur référentiel pour ça. Par exemple, on a des critères sur le fait de privilégier des fonctions anonymes, d'optimiser son CSS, d'éviter les animations JavaScript, CSS, de fournir une print CSS, bref, il y a des choses qui sont vraiment très techniques en fait là-dedans. Donc très intéressant d'un point de vue dev, moins intéressant d'un point de vue peut-être PO, mais c'est un des référentiels aujourd'hui les plus matures qui existent sur le marché, on va dire. Dans les autres référentiels qui existent et qui ont un peu de maturité et qui sont un petit peu grands, on a le GR 491, qui, comme son nom ne l'indique pas, a 516 critères. C'est le référentiel le plus gros qu'on puisse connaître. Ça le rend très difficilement manipulable au quotidien pour faire un audit. Par contre, si vous êtes sur un métier très spécifique, vous pouvez très facilement aller sur son site et regarder tous les critères qui s'appliquent à votre métier. Et ça devrait limiter à 60, 70 critères, peut-être quelque chose comme ça. Donc ça devient rapidement plus digeste et c'est intéressant pour aller dans le détail. C'est un bon référentiel à utiliser au quotidien, peut-être un petit peu moins technique que les 115 bonnes pratiques côté dev, mais quand même pas mal, mais moins manipulable sur un audit. Et puis, tout ce qui est intéressant là-dedans, c'est que lui, il va avoir un peu tout le périmètre du service numérique. Alors, autant les 115 bonnes pratiques s'intéressent à tout le cycle de vie, donc conception, développement, hébergement, fin de vie. Autant le GR 491 a une approche qui est plutôt par thématique et donc par métier. Voilà, stratégie du service, ses specs, son UX UI, son contenu, son front-end, son back-end. Ce qui est une approche qui est peut-être plus contextualisable aussi pour les gens au quotidien. Pour alors j'ai vu du coup designer et PO, on a un guide justement des designers éthiques sur l'éco-conception des services numériques qui est assez intéressant également, qui a été lancé en 2021. Ça s'adresse principalement du coup à du UX UI designer et du product ownership. Et il est intéressant au sens où il fait aussi le lien entre l'éco-conception et d'autres pratiques, notamment l'accessibilité. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un site qui est éco-conçu et accessible? Souvent les deux vont un petit peu de pair. Comment est-ce qu'on fait également pour éviter de tomber dans des dark patterns, éviter d'aller dans de l'économie de l'attention avec un scroll infini qui vous capte, qui vous suce votre âme et qui vous fait rester pendant des heures sur un service alors que finalement il n'y avait pas de besoin derrière. Donc on n'est pas dans une posture de sobriété derrière. Le mal, exactement. Donc ce guide-là, il est assez intéressant également. Et puis, il donne aussi un petit peu une idée de ce que pourrait avoir comme peut-être un site éco-conçu. Alors c'était les sites éco-conçus en 2021, et il y avait vraiment ce look très monocouleur, avec des images un petit peu, avec une sorte d'optimisation qui donnait un petit peu ce style-là. Aujourd'hui, on peut avoir d'autres choses, mais il y avait une tendance de design comme ça qui existait à l'époque.
Pour celles et ceux qui sont fans de normes, j'ai vu ingénieur de production, donc peut-être un peu plus parlant. L'AFNOR Spec, alors techniquement, c'est pas une norme, du coup. C'est une spec de l'AFNOR qui a été lancée en 2022. Il y a 32 fiches bonnes pratiques, ce qui en fait le plus petit, quelque part, des référentiels qu'on a ici. Hein. Là, c'était 115, il y avait 507 bonnes pratiques à côté. 30 de fiches pratiques, c'est un peu plus léger. C'est un référentiel qui est un petit peu étonnant à mon sens parce qu'il est pas très prescriptif, il est plutôt réflexif. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire il faut que votre page web fasse tant de kilooctets, il faut que vous ayez tant de requêtes max, il faut que vous mesuriez telle chose. Enfin, il va vous dire ce serait intéressant d'avoir telle métrique, ce serait intéressant d'avoir telle réflexion, mais il n'y a pas d'engagement de résultat derrière. C'est vraiment purement du moyen. Il n'y a pas de notion de seuil de conformité. On ne va pas dire qu'on est conforme ou pas à un critère. C'est principalement voilà, un ensemble de pistes de réflexion, de métriques qu'on pourrait mettre en œuvre. Ça ne dit pas forcément comment est-ce qu'on va le faire exactement, mais c'est un référentiel qui est quand même assez intéressant et qui pourrait évoluer vers une norme en 2025. Normalement, il y a un groupe de travail là-dessus. Donc, quand même intéressant à avoir, mais il faut creuser plus les fiches que ça. Et enfin, il y a le référentiel qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Ça fait un petit peu peut-être penser aux gens le RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est deux référentiels qui sont très similaires, dans le sens où le RGESN s'est beaucoup inspiré de ce qui avait été fait côté accessibilité. Il est d'ailleurs accompagné d'une déclaration d'éco-conception, de la même manière qu'on peut avoir une déclaration d'accessibilité. Il a été dicté par l'État, d'abord par une mission interministérielle, puis il a été repris par l'ARCEP en 2024 parce qu'il y a une loi qui est passée, la loi Rennes, qui fait de l'ARCEP le régulateur des espaces numériques et qui lui dit qu'il doit établir un référentiel d'éco-conception. Donc ça, c'est le RGESN, c'est le référentiel étatique, c'est celui qui a le plus de chances un jour de devenir obligatoire pour certains services numériques. Et donc c'est celui qu'on a choisi aussi d'approfondir aujourd'hui. C'est un des référentiels aussi les plus matures. Hein. C'est une version un petit peu condensée quelque part du GR 491. Il y a un petit peu les mêmes thématiques. Et il a cet aspect aussi où il va avoir une pondération sur des critères, une manière d'avoir une note finale à la fin de conformité, un score d'avancement. Donc c'est un bon référentiel d'audit et c'est aussi un bon référentiel à utiliser au quotidien. Et donc on va entrer dans le détail de ce référentiel et voir comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer au quotidien. Alors, 78 fiches bonnes pratiques dans ce référentiel-là. À quoi ça ressemble une fiche bonne pratique? Il y a un super PDF qui a tout, il y a aussi une version site web. Chaque critère a son petit numéro. Il y a une thématique particulière. Ça peut être la stratégie, la spécification, l'UX, UI, les contenus, front-end, back-end, l'hébergement, intelligence artificielle également. Et je crois que c'est un des seuls référentiels à intégrer des notions d'intelligence artificielle. Donc ça en fait l'un des plus actuels aujourd'hui. Sur chacun de ces critères, on va avoir une notion de difficulté. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est fort comme difficulté? Un niveau de priorité également. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment prioritaire à mettre en œuvre? Est-ce que c'est une notion recommandée ou une priorité plutôt modérée? On va avoir une cible, savoir si c'est applicable à tous les services ou pas. On a par exemple un critère qui est de dire il faut distinguer l'hébergement des données chaudes, des données froides, donc les données qu'on utilise tout le temps et les données qui sont plutôt archivées. Ça, c'est applicable, par exemple, si vous avez plus de 10 téraoctets de données qui sont manipulées dans votre service. Si vous avez moins, ça sert à rien de mettre en place des efforts d'ingénierie logicielle pour avoir ça, parce que vous allez avoir des impacts supérieurs en essayant de mettre en place ça, plutôt que ce que vous allez vraiment gagner au quotidien. Donc, on peut savoir, il y a des critères qui sont applicables ou pas. Et puis surtout, on va avoir des métiers qui sont concernés par ça, c'est-à-dire qu'on a des critères qui sont faits plutôt pour des responsables IT, des responsables RSE, des développeurs front-end, back-end, full stack, des DevOps, etc. etc. Donc, plutôt intéressant là-dessus pour contextualiser et voir pour soi quels sont les critères appliqués. Et chaque critère va définir un petit peu ses objectifs. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir ce critère d'éco-conception? Parce que ça nous permet de faire durer plus longtemps notre matériel, de limiter l'usage de CPU, limiter l'usage de RAM, de bande passante, etc. Ça nous décrit comment le mettre en œuvre. Parfois c'est très simple, parfois il y a des pages entières qui expliquent comment mettre en œuvre un critère. Et surtout, on va avoir un moyen de test ou de contrôle. Et quand on réalise un audit, ça qui va être intéressant, ça va être d'avoir une manière de dire si oui ou non voilà, le critère passe ou pas. Il y a une forme quand même d'appréciation un petit peu de l'auditeur sur certains critères, ce qui fait qu'il y a parfois quelques critiques du RGESN qui disent que bon, c'est parfois un petit peu à la tête du client. Il y a quelques critères effectivement sur lesquels ça peut se poser comme question, mais il y en a quand même beaucoup sur lesquels c'est pour un seuil à respecter ou pas. Par exemple, des polices d'écriture, il ne faut pas qu'il y en ait plus de 4, il ne faut pas qu'elle fasse plus de 400 kilooctets, je crois. Donc voilà, c'est un critère qui est plutôt intéressant. Et on va détailler maintenant, thématique par thématique,
un petit peu tous ces critères-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun parce que ce serait beaucoup trop long. On va essayer d'être concis. Première thématique, la stratégie. Donc, comment est-ce qu'on suit un petit peu la stratégie de notre service numérique, sa stratégie d'éco-conception notamment. Donc, la première chose à voir, je disais, hein, l'éco-conception, c'est une posture de sobriété. Donc, on va chercher à avoir un service qui est utile, utilisable et utilisé. Et quand on dit utile, il faut que ça aille quelque part dans une sorte de bonne pratique, de référentiel, de cadre qui fait qu'il y a une utilité au service. Le premier cadre auquel on peut penser, c'est les ODD, les Objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, il y en a 17. Par exemple, voilà, mettre fin à la faim dans le monde, avoir une eau saine pour tout le monde, avoir accès à un système de santé efficace, avoir accès à une énergie propre et abondante. Donc, si votre service entre dans un de ces critères-là, bingo. Si par contre ça ne joue dans rien du tout, peut-être se poser la question de l'utilité de le développer ou pas. Il y a la CSRD également, donc une directive européenne sur le reporting extra-financier des entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un système d'information pour accumuler quelque part ces données-là et pour pouvoir le piloter et le minimiser. Si vous avez des services qui permettent de faire ça, bingo, il y a une utilité. Sinon, tant pis. Il y a les limites planétaires également. Est-ce que vous connaissez un petit peu le framework des limites planétaires, qui consiste à dire qu'il y a un ensemble de processus biophysiques qui régissent un petit peu la durabilité de notre espace de vie, le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources des ressources naturelles, l'eutrophisation des milieux naturels, etc. Si vous avez un service numérique qui permet de lutter contre ça, bingo, on est dans un service qui va être utile. Donc ça, c'est la partie utile. Dans l'utilité, l'utilisabilité, il y a aussi le fait de répondre aux justes besoins. C'est un mantra un petit peu en éco-conception. On veut un service qui répond aux justes besoins. Donc ni trop, ni trop peu. Et pour ça, si vous avez des PO designers, c'est ce que vous faites en fait classiquement. Hein. C'est de la recherche utilisateur, c'est des développements avec des cycles agiles qui vont permettre d'essayer d'affiner un petit peu ça. Ne mettez pas en place une fonctionnalité dans votre application sans l'avoir un petit peu déjà testé sur quelques utilisateurs au préalable, parce que ça se trouve, peut-être que vous faites juste quelque chose parce que vous en avez envie, mais peut-être que ça ne correspondra pas à un besoin réel final des utilisateurs, et donc vous allez rediriger un service numérique sans apporter une vraie plus-value aux utilisateurs. Quand on parle de stratégie, on parle aussi forcément de gouvernance. C'est un métier quand même de faire de l'éco-conception, donc il faut au moins qu'il y ait une personne qui soit référente numérique responsable identifiée au sein des équipes pour réussir un petit peu à challenger toutes ces questions qu'on va voir, mais également suivre potentiellement les métriques, les KPI qu'on va avoir, hein, parce que des KPI, il faut s'en donner, il faut les suivre régulièrement. Alors des KPI peuvent être environnementaux, hein, ça peut vraiment être de l'ACV, des métriques de gaz à effet de serre, de consommation d'eau, épuisement des ressources, etc. Ça peut être des métriques qui sont plus techniques, suivre une taille de base de données, suivre un poids de page moyen, suivre un éco-index, suivre un nombre de requêtes qui transitent sur un réseau, une charge serveur. Tout ça, c'est un ensemble de KPI qu'on peut mettre en place pour suivre une démarche d'éco-conception, donc pour pouvoir les suivre. Sur la partie stratégie, il y a également tout un aspect sur la donnée, la minimisation de la donnée. Ça va un petit peu plus loin que le RGPD, dans le sens où dans le RGPD, on cherche à minimiser la donnée personnelle connectée. Quand on est sur une logique d'éco-conception, on va chercher à minimiser un peu tout type de données qu'on va collecter et traiter, parce que chaque collecte et traitement de données a des impacts environnementaux également. Et donc on va peut-être pas forcément être dans une logique, par exemple, où on va essayer de récupérer toute la donnée et la mettre dans un data lake en se disant un jour on fera quelque chose avec parce qu'il y aura de l'IA. Parce que de toute manière, il y a des grandes chances que votre donnée ne soit pas suffisamment bien qualifiée pour que vous puissiez entraîner des modèles derrière. Donc on va d'abord essayer de comprendre quel est le besoin métier avant de chercher une donnée à collecter, et on ne collectera la donnée que si elle apporte une vraie plus-value au métier. On va également essayer d'avoir des chiffrements adaptés. Ça, c'est, voilà. Mettez pas des clés RSA de 8000 caractères de long si ça vous sert à rien. Ok, vous serez peut-être future-proof pour de la cryptographie quantique, et encore, vous consommerez peut-être juste plus de temps de CPU en fait à décoder une chose, alors qu'il y avait des algos qui étaient plus efficaces et plus adaptés à votre besoin. Et surtout, ce qui est intéressant dans la partie stratégique, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on va chercher à avoir un système qui sera le plus ouvert possible, avec des API qui sont documentés, qui se reposent sur des standards, qui potentiellement a des efforts également d'open source, pour faire en sorte que même si vous arrêtez de maintenir le service, quelqu'un d'autre puisse le récupérer, continuer de le maintenir, et ainsi peut-être faire durer du matériel plus longtemps. Donc ça, c'est la partie stratégie. Deuxième thématique, thématique spécification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur la spécification, on va avoir trois grandes choses à voir. La première chose, c'est la rétrocompatibilité. On cherche à avoir un service qui va durer sur le matériel le plus ancien possible,
Donc la première chose pour faire ça, c'est déjà de définir une liste de c'est quoi le matériel sur lequel on a envie que notre service y tourne, c'est quoi le plus vieux modèle d'ordinateur, de tablette, de téléphone sur lequel on a envie que ça tourne. Le RGECN préconise plutôt de faire en sorte que le service tourne sur un matériel équipé d'un CPU qui puisse avoir 10 ans d'âge, un matériel acheté il y a 7 ans, un navigateur en tout cas qui tournerait sur un matériel qui aurait été acheté il y a 7 ans, par exemple pour le cas d'un service web. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de ça? Il y a des questions de connectivité également, hein, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas un accès à la fibre et à un débit illimité. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir un service qui est également fonctionnel, soit en zone blanche, soit en 3G, ou en tout cas dans des situations où on a une connectivité qui est un petit peu limitée. Ça permet aussi de réduire la fracture numérique. Et également, comment est-ce qu'on fait pour avoir un service qui s'adapte à tous les types de terminaux d'affichage. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait, par exemple, concrètement, pour avoir un service qui s'affiche même sur un vieil iPhone SE qui a un tout petit écran de 4 pouces, 7, pour faire en sorte que les personnes n'aient pas le besoin d'en acheter un nouveau téléphone avec une diagonale plus grande. Donc on va essayer toujours d'être dans cette logique un peu de mobile first, en tout cas de s'adapter vraiment aux différents types de terminaux d'affichage. Ça, c'est sur les choses un petit peu qu'on va s'imposer nous. Il y a des choses également qu'on peut imposer aux autres acteurs. On développe rarement un service numérique de A à Z. On intègre souvent plein de logiciels, de briques, bibliothèques logicielles tierces. Donc, dans le choix de ces bibliothèques logicielles-là, comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte l'impact environnemental également de ces solutions-là, pour avoir des librairies qui sont plus légères, notamment, des suivis d'audience, de feed, des vidéos, des captchas, des composants d'interface. Peut-être pas besoin d'intégrer tout Bootstrap dans son site web, besoin d'intégrer 2-3 petits trucs. Ça suffira. Et dans la partie spécification, on inclut également notamment toutes les revues de code et des environnements. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que lorsqu'on fait une revue de code, on intègre des questions de OK, bah là, peut-être que cette fonctionnalité-là, elle a un impact environnemental qui est important, donc on va peut-être essayer de l'optimiser un petit peu. Ou alors, elle empêche d'accéder au service sur des vieux terminaux parce que le SDK qui est utilisé dedans a des limitations là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce genre de revue de code-là, sachant qu'on a aujourd'hui des outils un petit peu automatisés qui peuvent s'intégrer même sur du SonarQube, par exemple, pour avoir une quality gate qui dit bah, non, go ou no go. Donc, on va avoir cette partie-là un petit peu revue de code. On a également une revue des environnements. On n'a peut-être pas besoin d'avoir toujours sur des sites qui sont déjà en prod, des environnements de pré-prod, staging, intégration. On peut peut-être les décommissionner s'ils ne sont pas utiles. Et on peut peut-être aussi les éteindre s'ils ne sont pas utilisés sur les horaires. Il y a peut-être besoin d'utiliser, enfin, en général, aujourd'hui c'est fait, l'extraction des environnements de DevRec en dehors des plages d'ouverture. Ce sont des bonnes pratiques d'éco-conception également, qui rentrent plus dans l'architecture pour le coup là. Et dans l'architecture également, on va essayer de dimensionner au plus finement quelque part les serveurs, les VM sur lesquels on va faire tourner nos services. Donc monitorer ça, mettre en place de l'auto-scaling avec des bons paramètres. En fait c'est de la bonne gestion d'Ops, c'est de la bonne gestion FinOps également, et c'est aussi de la bonne gestion d'éco-conception. Côté architecture technique. Dans la partie architecture, il y a aussi tout un aspect sur le fait de faire durer le matériel. Cette partie-là est plutôt vraie sur si vous avez notamment des services qui reposent sur de l'IoT. Si vous avez un capteur, un appareil connecté sur lequel vous allez envoyer des mises à jour, comment est-ce que vous faites pour distinguer les mises à jour correctives et évolutives? Parce que peut-être que vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité, mais qui nécessite de la GenAI et qui ne sera pas OK pour fonctionner sur une vieille puce ARM d'il y a 15 ans. Donc, il y a un besoin en éco-conception de distinguer, si on est dans ces cas-là, un petit peu d'IoT et de device, distinguer les mises à jour correctives et évolutives pour faire en sorte qu'un appareil puisse n'avoir que les mises à jour correctives sans forcément évolutives, histoire qu'on puisse le faire durer le plus longtemps possible. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces mises à jour-là soient disponibles sur toute sa durée de vie? Et potentiellement faire en sorte qu'on ait des mises à jour incrémentielles, c'est-à-dire que plutôt que de mettre à jour l'intégralité d'un service, peut-être juste mettre à jour le module qui a véritablement été mis à jour. C'est un petit peu une logique de microservices là-dessus. On a ça sur la partie architecture. Quand on parle d'architecture, on parle aussi un petit peu des frameworks qu'on peut utiliser dans le développement. Donc là encore, voilà, il y a des choix à faire pour de frameworks qui sont plus ou moins énergivores, on va dire, de services comme de l'IA ou du mining qui sont plus ou moins énergivores. Vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir une super GenAI, peut-être qu'une régression linéaire, ça suffit. Et également, dans ces questions-là, il y a le choix des protocoles. On arrive un petit peu aujourd'hui à pénurie des IPv4. Donc, passez plutôt sur des services qui sont en IPv6 pour pouvoir faire durer ça le plus longtemps possible. Et choisissez aussi les protocoles de sécurité des TLS-V3 qui sont actuels. Côté UX UI, alors j'ai vu qu'il y avait effectivement au moins quelques personnes qui étaient, au moins une personne qui était designer.
Principalement, bon, on disait voilà, le mal, les design patterns comme le scroll infini. Il y a effectivement des design patterns à éviter. Il y a beaucoup de travail qui est un petit peu logique en termes d'UX/UI sur le fait d'optimiser les parcours de chaque fonctionnalité. Il y a des choses qui sont de l'ordre vraiment d'une conception sobre, c'est-à-dire qu'on va essayer de se reposer autant que possible sur des composants natifs. Sur une IHM web, par exemple, il n'y a pas besoin de reconcevoir un select. Il n'y a pas besoin de reconcevoir un champ input. C'est des champs qui existent nativement dans les navigateurs, et les champs natifs des navigateurs sont 1000 fois plus efficients et plus accessibles que ce que vous pourrez faire vous-même en JS, CSS, etc. Donc, essayez d'avoir des IHM qui puissent se reposer sur des composants natifs. Limitez potentiellement le nombre de polices que vous intégrez. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 polices d'écriture sur un même document. Parfois même juste une police basique intégrée dans le navigateur, comme du Arial, souvent ça suffit, en vérité. Il y a des choix, un petit peu des choix éditoriaux aussi à faire pour avoir les choix les plus sobres. C'est-à-dire qu'une vidéo va consommer plus qu'un audio, qui va consommer plus qu'une image, qui va consommer plus qu'un texte. Et souvent, le texte sera plus accessible qu'une animation, qu'un audio, qui sera plus accessible qu'une vidéo. Donc, essayez d'avoir les choix les plus sobres, privilégiez le texte, privilégiez l'image à une vidéo, etc. Et dans tous les cas, ne mettez pas de lecture automatique. Donnez le choix à l'utilisateur d'activer ou pas ces contenus-là, ces animations-là. Il y a toute une question en éco-conception, un petit peu de empowerment de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il faut l'informer des impacts environnementaux du service qu'il utilise, comprendre que voilà, s'il met sa vidéo en 4K plutôt que de la mettre en 360p, ça ne va pas avoir le même impact environnemental, donc l'inciter plutôt à avoir un choix plutôt que l'autre. Et lui permettre de désactiver éventuellement des services tiers, notamment des notifications aussi, pour limiter encore une fois la charge informatique nécessaire au fonctionnement de son service-là. Donc, on a ça, je parle un petit peu de choix éditoriaux sur de l'image, de la vidéo, etc. Si vous faites quand même le choix d'avoir de la vidéo ou de l'image, encore une fois, il y a aussi des axes qu'on peut utiliser pour optimiser ça. Sur de la vidéo, aujourd'hui, le format qui est un petit peu ubiquitaire sur Internet, c'est le H264 en termes de codec. C'est ce que vous retrouvez notamment sur YouTube. C'est pas le format le plus efficient. Aujourd'hui, on a des codecs comme AV1 ou V9 qui sont plus efficients que du H264 et qui permettent donc de limiter encore une fois la taille des fichiers et donc la quantité de ressources nécessaires pour avoir une vidéo chez vous. Donc, essayez d'avoir voilà, les codecs les plus efficients et vous pouvez avoir des méthodes un petit peu de fallback avec des balises HTML comme picture ou vidéo. Vous pouvez dire, si jamais votre navigateur supporte le dernier codec, voici le fichier. Comme ça, il est optimisé, il y a moins de requêtes qui passent par le réseau, c'est moins lourd sur le réseau. Par contre, s'il ne le supporte pas, il y a une solution de fallback. Et donc, je peux quand même afficher ma vidéo en H264, je peux quand même afficher mon image en PNG pour avoir une rétrocompatibilité. Pour les vidéos également, pas besoin de mettre de la 4K partout. Vous pouvez avoir sur vos services des modes sobriété, normale ou qualité, avec des résolutions du coup de 480, 720p ou 1080p, selon encore une fois le service. Si vous êtes sur un service qui est sur mobile, mettez pas forcément du 1480p, du 720p, ça suffira. Les gens verront pas la différence en fait. Si vous avez de la vidéo, mettez un mode écoute seul. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent YouTube. Ça sert à rien d'avoir un flux vidéo qui passe. En fait, on n'utilise que le flux audio. Donc, si jamais vous êtes sur des services comme ça, proposez ce style d'écoute-là. Sur les images, pareil, il y a plein d'optimisations qu'on peut faire. Alors, encore une fois, il vaut mieux avoir des images vectorielles que matricielles, avec perte que matricielles sans perte. Donc, vectoriel, préférez le format SVG pour vos images. Après, je veux du vrai SVG, hein, pas du faux SVG où il y a du PS64 d'images matricielles dedans. Ça, je l'ai déjà vu. Des gens qui disaient, ouais, on a tout en SVG. Et puis, on regarde dans les requêtes, le SVG, il fait 300 kg. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une super image PNG en bas 64 dedans. Bon, c'est un peu dommage. Non, mettez du vrai SVG si vous pouvez. Si vous avez besoin, par contre, d'avoir un truc qui est vraiment une image matricielle, si c'est une image type photo, prenez vraiment une image matricielle avec perte, mettez pas du PNG. Même plutôt que du JPEG, mettez du AVIF ou du WebP, qui sont des formats beaucoup plus efficients que du JPEG. Vous divisez au moins, vous limitez de 30 à 40% facile la taille de vos images par rapport à du JPEG, et mettez également les facteurs de qualité associés. C'est-à-dire qu'un AVIF avec une qualité de 64, c'est à peu près la même chose qu'un JPEG avec une qualité de 80, sauf que vous divisez par deux en fait, le poids de l'image. Donc, trouvez les bons paramètres également de qualité pour vos images. Si vous n'avez pas la possibilité de jouer dessus parce que vous êtes sur des images avec du texte dedans, utiliser du texte, mais sinon, vous avez vraiment besoin d'avoir ces aplats de couleurs et que le fait d'avoir une compression avec perte, comme du JPEG ou de la VIF, c'est pas acceptable. Plutôt que d'utiliser du PNG, qui est le format qui nous vient en tête naturellement,
utilisez plutôt WebP. WebP, en fait, a un mode sans perte, si vous mettez la qualité à 100, qui est beaucoup plus efficient en termes de compression que PNG. Et aujourd'hui, WebP, c'est supporté sur tous les navigateurs depuis au moins 5 ans, quasiment. Donc, prenez plutôt ce format-là, éventuellement en mettant un fallback pour les terminaux qui sont plus vieux. Même chose pour l'audio, il y a des codecs qui seront plus optimisés que d'autres. Et surtout, sur tous ces contenus qui peuvent notamment être déposés par les utilisateurs, c'est-à-dire que si vous avez un service où les utilisateurs peuvent déposer des images, des vidéos, de l'audio, pensez fin de vie, pensez archivage. À partir de quand est-ce que ces données-là, on peut les archiver et où les supprimer? Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir l'historique sur 15 ans de votre feed Facebook, je ne sais pas. Au bout d'un moment, voilà, on peut se dire, ces images-là, on peut les retirer de notre service-là. Ça vaut également pour tout ce qui est SharePoint, etc. Ça, c'est côté contenu. Côté front-end, plusieurs bonnes pratiques. La première chose, c'est déjà de se fixer des limites. Essayer de dire, voilà, notre service, on aimerait qu'il ait maximum un poids de page qui soit de temps. Aujourd'hui, les pages web en moyenne font à peu près 2 mégas. Il y a 10 ans, c'était quelque chose comme 500 kilooctets, donc on a facilement fait x4 en termes de pages, enfin de poids de page. Peut-être qu'on peut essayer de retravailler ça. Et pour vous aider à atteindre ce poids de page, il y a une bonne pratique qui est de ne charger que le nécessaire. Ne chargez pas les images si elles sont en dessous de la barre de flottaison de votre navigateur. Lazy loader, tout ce qui peut être lazy loader. Évitez, je serais plutôt en faveur d'éviter le prefetch, même en survol des liens. C'est-à-dire que vous allez quand même probablement charger des données qui ne sont pas utiles en fait au fonctionnement de votre service. Laissez l'utilisateur décider ce qu'il a vraiment envie de charger ou pas. Ça, en tout cas, c'est vraiment des bonnes pratiques dans le RGESN. Si vous avez des ressources statiques, effectivement, comme des images, des JS, CSS, etc., faites en sorte peut-être de les servir sur un même nom de domaine sur lequel vous aurez HTTP2 ou 3 activés, parce qu'il y a des fonctionnalités de multiplexage qui permettent d'optimiser encore une fois la bande passante là-dessus. Activez de la compression sur tout ce qui peut être compressé. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont compressées en gzip. On a un protocole de compression qui est Brotli aujourd'hui, qui est plus efficient encore. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mettez en cache, bien évidemment, HTTP, tout ce qui peut l'être côté client. Et si vous êtes sur un service qui est plus, mettons, un peu proche du hardware, une application mobile, par exemple, qui a besoin d'accéder à une caméra, un micro, un GPS, encore une fois, conditionnez l'accès à la caméra, au micro, au GPS, au consentement de l'utilisateur et ne le faites que lorsque c'est nécessaire. Pas besoin d'accéder forcément au GPS tout le temps, même lorsque l'application est en veille. Pas toujours, tout du moins. Donc ça, c'est pour la partie front-end. Pour la multiplexage, je ne suis pas un spécialiste du HTTP2. C'est une feature qui permet, il me semble que juste dans une seule et même connexion UDP, d'envoyer plusieurs ressources. Mais il y a peut-être des gens qui seront plus calés que moi pour répondre à cette question-là dans le chat. Sinon, Google est ton ami. Également, côté back-end, je le trouve un petit peu plus light, le RGSN sur la partie back-end. Il y a 4 grands trucs, mais en fait, vraiment 3 quand on regarde dans la réalité des faits. Mettez en place du cache sur vos API, sur vos données. Si vous avez des API qui sont authentifiées et pour chaque authentification, vous avez besoin de récupérer un utilisateur dans la base de données, peut-être qu'il y a un truc à mettre en cache pour éviter de faire des appels tout le temps en base de données. Voilà, donc identifiez les endpoints les plus utilisés, mettez les données en cache. Lorsque vous avez des traitements qui peuvent être asynchrones, bêtement un envoi de mail, une création de fichiers d'export, la digestion d'un fichier d'import CSV ou Excel, etc. Faites en sorte que les traitements soient asynchrones, qu'ils ne soient donc pas bloquants pour le processeur, qu'ils s'exécutent quand il y a de la ressource pour la machine, et informez l'utilisateur du caractère asynchrone de ce traitement-là pour qu'il ne le demande pas encore et encore et encore et encore, qu'il ne fasse pas 15 demandes d'export juste parce que c'est pas venu dans la seconde. Voilà. Essayez d'avoir ce style d'optimisation-là. Le développement asynchrone côté backend, ça marche vachement bien pour ça. Sur la partie stockage de données, je parlais un petit peu tout à l'heure du fait de mettre des dates d'expiration sur les images, contenus, etc. qui sont pris. Ça vaut pour tout. Ça vaut pour toutes les données qui sont prises dans votre service. Donc ça vaut côté backend, mais c'est également une vraie réflexion en termes de PO ou de concepteur d'application, de dire c'est quoi le cycle de vie de ma donnée. Ma donnée, ok, elle entre dans mon service, mais à quel moment est-ce que je vais faire en sorte qu'elle en sorte et qu'on finisse de la stocker pour ne pas avoir une base de données qui grandit indéfiniment. Donc, essayez de réfléchir un petit peu aussi à des expirations de dates de données. Et le dernier point côté back-end, mais je pense que ça ne concerne pas grand monde aujourd'hui, c'est si vous utilisez de la blockchain. Évitez d'utiliser des méthodes de consensus type proof of work qui en fait servent juste à
à faire tourner votre machine encore et encore et encore et encore pour résoudre un puzzle cryptographique qui n'a aucun sens, juste pour qu'il y ait du temps de CPU qui soit consommé. Pour voir que littéralement c'est ça. Si vous utilisez la blockchain, faites du proof of stake, du proof of authority qui est beaucoup plus light en termes de ressources serveurs. Mais de manière générale, si vous pouvez éviter de faire de la blockchain, hein, il y a plein d'autres manières de réussir à avoir les mêmes bénéfices sans avoir cette stack technique-là. Côté hébergement, deux grands trucs côté hébergement. La première chose, c'est principalement son choix. Donc, si vous n'êtes pas côté directement hébergeur, ça peut vous concerner. Faites en sorte, d'avoir une localisation qui est cohérente avec votre pays. N'utilisez pas un data center qui est à Singapour pour quelque chose qui est servi en France. Faites en sorte que le mix électrique du data center, en tout cas que le data center soit présent dans un pays où le mix électrique est décarboné, ou alimenté par une source d'énergie renouvelable ou nucléaire éventuellement. Faites en sorte qu'il ait également une politique de réduction de son empreinte environnementale, de gestion durable de ses équipements, qu'il ne renouvelle pas tout le temps tous ces serveurs dès qu'il y a une petite micro-panne. Et si vous avez deux métriques à suivre vraiment, c'est le PUE et le WE. Donc PUE, donc le Power Usage Effectiveness, c'est le rapport entre la consommation électrique du data center et la consommation électrique effective des serveurs en eux-mêmes. Donc il faut que ça tende le plus possible vers 1, parce qu'il y a d'autres choses, l'éclairage, il y a de la clim, etc. Plein de choses à faire. Aujourd'hui, on a des bons data centers qui ont un PUE de 1,09, je crois, et on a des mauvais data centers qui ont des PUE de 2, et quelques. Donc, essayez de choisir plutôt des data centers qui ont cette efficience énergétique-là. Le WE, c'est le Water Usage Effectiveness. Comme je le disais, pour refroidir des serveurs, souvent on utilise de l'eau, et souvent cette eau, elle va s'évaporer dans les colonnes quelque part. Essayez de faire en sorte que vous ayez des data centers qui ont un WE qui est assez faible. Et si possible, faites en sorte que le data center aussi puisse récupérer la chaleur fatale de serveur pour autre chose, pour par exemple se raccorder à un réseau de chaleur urbain. Alors ça sert pas à grand chose pour des data centers qui ont un PUE de 1,0 et quelques, parce qu'en fait il n'y aura pas beaucoup de chaleur fatale à récupérer. Mais pour ceux qui ont un PUE un peu plus élevé, là ça devient nécessaire. Ça c'est côté choix de l'hébergement. Il y a également une partie traitement de données. Si vous avez des services qui gèrent beaucoup de données au bout d'un moment et de données archivables, héberger distinctement les données chaudes et froides. Il y a des technos comme Glacier qui permettent d'avoir un accès qui est beaucoup plus lent, mais qui aussi coûtera beaucoup moins cher et qui sera beaucoup moins impactant sur l'environnement pour les données archivées. Limiter les duplications et la redondance des données également. Vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir 15 redondances partout en actif-actif. Peut-être que juste une politique de backup and restore, ça suffit dans le cadre de vos services numériques. Essayez de challenger un petit peu le besoin métier pour dire, OK, mais à quel point est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un SLA de 99,9999 parce que peut-être que tu n'as pas besoin de ça. Souvent, c'est le cas en réalité. On n'a pas tant de services qui sont à ce point critiques. Si vous avez des traitements à exécuter, c'est un petit peu aussi côté back-end, essayez de les exécuter en dehors des plages de charge classiques des applications. Si vous avez des traitements par batch, des gros imports, des gros exports, des gros calculs à faire, faites-le quand personne n'utilise le service, parce que ça évitera de devoir instancier des VM supplémentaires juste pour, ou des conteneurs ou des pods supplémentaires juste pour ça. Faites-le quand la disponibilité de la ressource informatique est assez faible et ou quand la consommation électrique n'a pas un pic. Ne faites pas vos batchs le moment en plein hiver où tout le monde allume son chauffage, parce que potentiellement ça veut dire qu'il y a l'électricité supplémentaire qui est demandée, et donc on va devoir mettre en place des centrales à gaz par exemple pour réussir à gérer ce pic de consommation. Faites en fait que le numérique soit également un facteur un petit peu de lissage de la consommation énergétique globale. Enfin, dernière partie, et j'ai quasiment 45 minutes, c'est la partie IA, c'est la partie que je maîtrise moins. Je ne suis pas data scientist, je ne crois pas en avoir vu, mais j'ai vu quelques refs intéressantes sur le chat. Effectivement, estimer le juste besoin en termes d'intelligence artificielle. Peut-être qu'une régression linéaire suffit. Peut-être qu'un petit modèle suffit plutôt que d'avoir un LLM ubiquitaire qui fait tout, même le café, et en fait vous allez juste vous en servir pour faire un résumé d'un texte, je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir un modèle d'IA gigantesque. Peut-être que plusieurs modèles d'IA petits mais spécialisés, comme tu le dis, Laurent, suffiront largement dans une logique un peu multi-agent. Et ayez le challenge un petit peu du besoin métier, et choisissez la méthode toujours la plus sobre. Peut-être qu'une régression linéaire suffit. Si ça marche pas, peut-être qu'un réseau de neurones assez simple suffit. Si ça marche pas, ok, peut-être qu'il y a besoin de passer sur du deep learning. Au-delà de ça, optimisez vos modèles. Il n'y a peut-être pas besoin de les réentraîner tout le temps. Peut-être que vous pouvez prendre un modèle sur étagère chez Hugging Face et juste le fine-tuner. Ça suffira peut-être.
limiter les mises à jour, limiter les réentraitements également, parce que souvent ça demande quand même pas mal de puissance serveur. Un entraînement de ChatGPT, ça a consommé, je crois, l'équivalent d'un foyer américain pendant toute une année. Enfin, c'était assez important en vrai. Compresser vos modèles également. Il y a plein de techniques d'élagage pour limiter un petit peu le nombre de paramètres d'un modèle d'IA, Spotify, Prone, etc. Donc limiter le nombre de nœuds, limiter le nombre de connexions, bref, optimiser ça une fois que ça a été entraîné, pour faire en sorte que le modèle soit moins lourd, que la phase d'inférence soit plus rapide, optimiser son matériel particulier, et produisez des indicateurs également sur les parties IA. Aujourd'hui, on en manque un petit peu, mais voilà, dites combien, quand vous entraînez un modèle ou quand vous faites une phase d'inférence, combien de CPU, combien de GPU, combien de TPU éventuellement ça consomme, et éventuellement donner des indications de précision. Comme ça permettra d'avoir un ensemble de bonnes pratiques pour savoir est-ce que voilà, les modèles IA sont optimisés ou pas. 47, je déborde un petit peu, donc je vais aller très très vite sur cette quasi dernière slide. Une fois que vous avez tous ces référentiels, tous ces critères en tête, vous pouvez tous les appliquer à vos projets. Et si vous avez envie d'avoir un score de conformité à la fin, c'est tout à fait possible. Chaque critère a voilà, son petit nombre de points. C'est 1,5 points pour les critères prioritaires, c'est 1 point pour les critères qui sont modérés, 1,25 pour ceux qui sont entre les deux. Et vous pouvez voilà, dire, OK, ça je check, etc. Il y a une feuille de calcul qui est disponible sur le site de l'ARCEP, du RGESN, pour établir ça. Et à la fin, vous avez un score de conformité qui permet de savoir si vous êtes plus ou moins conforme au RGESN. Et vous pouvez également publier une déclaration d'éco-conception. Là encore, les templates sont disponibles sur le site du RGESN pour dire si votre service est plus ou moins éco-conçu, et surtout dire comment est-ce que vous faites pour améliorer son empreinte environnementale avec le temps.